Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai mis ma plus belle tenue, regardez j'ai même ça, j'ai la totale. L'idée c'est quoi aujourd'hui? L'idée c'est de vous parler du NORAD, mais encore mieux de vous parler de comment le NORAD a décidé de traquer Santa, a décidé de suivre le Père Noël et comment vous pouvez voir tout ça depuis des applications sur votre téléphone, depuis votre ordinateur, tout seul, en famille, avec les enfants, absolument comme vous voulez. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de vous parler un petit peu du NORAD, ensuite de vous parler de leur opération qui suit le Père Noël, comme ça vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le NORAD. NORAD que l'on retrouve dans le film Wargame, que l'on retrouve dans Independence Day, que l'on retrouve dans Interstellar et que l'on retrouve, pour les fans de science-fiction, dans Stargate SG-1. Vous n'êtes pas sans connaître Maquin.tv, le SVOD où vous retrouvez beaucoup de contenu sur l'aviation et également un petit peu sur l'espace. Eh bien pour Noël, nous vous avons préparé un code JET, Juliette Echo Tango, J-E-T, comme un avion, un jet. Avec le coupon JET, eh bien vous avez accès pour 29,90 € pendant un an à la chaîne Maquin.tv. Alors n'hésitez pas, pourquoi? Parce que bien c'est que pour les 200 premiers, ce coupon, au bout de 200 personnes, eh bien le coupon sera désactivé. Donc allez sur maquin.tv, avec le code JET, vous aurez accès à tout pour un an à 29,90 €. Fly safe. Alors le NORAD, qu'est-ce que ça veut dire? Le NORAD, eh bien c'est un système nord-américain qui est là pour protéger l'espace aérien et depuis le 2006 également l'espace maritime autour du duo Canada-Amérique. Et il y a un total actuellement de 47 installations qui surveillent tout ça, notamment dans le Grand Nord. Ça a vraiment commencé, alors on voit que c'est l'Amérique du Nord et pas la France, ça a vraiment commencé le 1er août 1957. Et c'est opérationnel depuis le 12 mai 1958, donc ça remonte. Au niveau du nom, NORAD, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est North American Aerospace Defense Command, donc c'est le commandement aérospatial de la défense nord-américaine. Avant, c'était purement aéronautique. C'est devenu spatial en 1981. Ils utilisent notamment des satellites. Je vais vous en parler. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'apogée, dans les années 60, il y avait 250 000 personnes qui travaillaient pour le NORAD et qu'après l'effondrement de la guerre froide, ils se sont trouvés un peu d'autres missions et depuis 89, ils font également de l'anti-drogue, de l'anti-narcotics. Alors leur mission, qu'est-ce que c'est? Leur mission, c'est de détecter, d'identifier, de classifier, de donner l'alerte pour tout ce qui pourrait rentrer dans leur espace aérien. Donc ça va être contre, initialement l'idée, des bombardiers basse altitude. Ils avaient peur de pénétration d'avions russes de bombardement basse altitude par le nord. Haute altitude également, de chasseurs et également d'ICBM Intercontinental Ballistic Missile, des missiles nucléaires intercontinentaux ou alors SLBM. SLBM, c'est Submarine Launch Ballistic Missile, c'est des missiles balistiques qui seraient envoyés depuis des sous-marins. À savoir que le NORAD et toutes leurs installations protègent principalement du côté du Grand Nord. Vous allez voir, c'est vraiment là-bas que sont installées toutes les informations, toutes les stations. Pour ce qui est de la partie pacifique et de la partie atlantique, ils reposent sur des AWACS, ils reposent sur des radars qui sont à d'autres endroits et c'est également sur des navires en mer. Donc c'est vraiment pensé pour le Nord. Et vous allez voir, eh bien, ils ont commencé à installer une ligne de défense qu'on appelle la ligne Pine Tree. En 1954, 33 stations qui, elles, étaient du côté du Canada, mais sud du Canada. Et rapidement, eh bien, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas si efficace que ça, que c'était censé détecter les avions de combat, basse altitude, les bombardiers. Donc c'était pas top. Donc en 1957, McGill fence, la bordure de McGill, à savoir que McGill c'est une personnalité politique connue au Canada. Vous avez l'université McGill par exemple. Et donc là la fence c'est la barrière, hein, c'est la clôture. Et elle est située à peu près 300 miles. Un mile c'est 1,6 au 9. Des 6 au 9, 6 au 9. Voilà, donc c'est 1,609 km. Un mille nautique c'est 1,852.
Donc dans les avions, quand on parle en nœuds, c'est du mi-nautique. Les miles, on vous dit 60 mph, c'est des miles 1,6 O, des 6 O 9. Ok, donc c'est à peu près 300 miles au nord de la Pine Tree, ça fait 500 km à peu près, et c'est aux alentours du 55e parallèle. Plus tard, ils ont développé un système encore plus nord, le Distant Early Warning Line, DEW, Distant Early Warning Line, et là c'était 57 stations et on est au 70e parallèle, donc ça permet d'anticiper encore plus pour ce qui est des chasseurs par rapport aux US. Voilà, vous avez plusieurs heures avant que les bombardiers puissent arriver. Pour ce qui est des missiles, c'est forcément plus court. Ce que je peux vous dire également, c'est que c'est pas seulement des radars courte portée et longue portée, c'est également des satellites. Alors là, niveau satellitaire, il y a de quoi faire. Vous avez les MIDAS, Missile Defense Alert System, 12 satellites lancés entre 1960 et 66, ça n'a rien à voir avec les réparateurs de voitures. Après, vous avez les DSP-IR, donc c'est eux qui ont principalement détecté les départs de Scud. Les Scud sont ce missile tactique qui ont été tirés par les Irakiens pendant la première guerre d'Irak. Ce sont des satellites qui tournent sur eux-mêmes à peu près 6 tours par minute. Il y a eu 5 générations différentes, différents blocs comme on dit. Les premiers blocs faisaient 907 kg, les derniers blocs faisaient 2 tonnes 4. Donc pour vous donner une idée, c'est de plus en plus lourd. Et là, c'est comme le Midas, c'est comme la génération d'après qui est le SB, je sais pas comment on prononce, SBIRS, Space Based Infrared System, et maintenant il y a une nouvelle génération qui va arriver à partir de 2025 avec le NG au pire, New Generation Overhead Persistent IR, donc la nouvelle génération d'infrarouge persistant au-dessus de vos têtes. Et là l'idée c'est quoi? C'est de détecter en permanence des sources de chaleur. Donc dès qu'il y a grosse source de chaleur, je pense que c'est un départ missile, un propulseur, tout de suite ça fait une alarme et ça permet de savoir qu'il y a des départs. Si vous voyez des départs de sources de chaleur au niveau des sites connus d'ICBM, vous vous doutez que c'est pas une situation d'avenir. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est donc de coupler des lignes de radar dans le nord avec ces systèmes de early warning qui vous permettent de savoir très tôt ce qui se passe avec ces systèmes satellitaires. Différentes générations pour ces systèmes satellitaires, vous avez les géostationnaires très loin qui ne bougent pas, en fait ils tombent à la même vitesse que tourne la Terre. Et vous avez également des orbites plus basses qui elles tournent. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le NORAD. Il faut savoir qu'ils ont déménagé plusieurs fois de lieu. Ils sont revenus se mettre là où ils étaient au début, dans une montagne, de manière à se protéger contre les risques de guerre électronique, les risques de déflagration électromagnétique. Donc si par exemple il y a une bombe nucléaire qui explose dans la haute atmosphère américaine, tout ce qui est informatique va avoir des gros soucis. Et le fait d'être enterré dans des bunkers, ça les protège. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis habillé comme ça? Parce que tous les ans, depuis 1955, le NORAD traque le Père Noël. Parce que si il rentre aux États-Unis, il faut l'intercepter, il faut l'identifier et s'assurer qu'il n'y ait pas d'anthrax dans ses jouets. Blague à part, en 1955, il y a eu une erreur sur une pub de Sears, qui est un grand magasin américain, qui disait que si vous voulez parler au Père Noël, il faut appeler tel numéro. Or, ce numéro, c'était la ligne directe du NORAD. Et le colonel Harry Soup a reçu un coup de fil d'un jeune garçon qui demandait où était le Père Noël, où il en était. Après, il s'est dit, tiens, c'est marrant, il a appris la radio locale et il a fait croire qu'il pouvait suivre en temps réel où se déplaçait le Père Noël. Ce qui était une petite blague est devenu une véritable tradition en Amérique du Nord. Et maintenant, vous avez, comme vous pouvez le voir derrière, un site web, une application, vous pouvez traquer en temps réel, voir avec Google Earth où il se déplace, le nombre de cadeaux distribués, toutes ces choses-là. Donc, je vous conseille ça pour le 24, c'est assez sympa. Ça permet de voir où il est en temps réel, regardez dehors si vous le voyez. Et maintenant, je vous propose de réfléchir un petit peu aux problématiques que va rencontrer le Père Noël d'un point de vue aéronautique. Je pense que le plus gros danger pour le Père Noël cette année, c'est quoi? Je ne vais pas vous parler de problèmes de visa, de fermeture d'espace aérien, toutes ces choses-là, parce que le Père Noël, il est perché, il a le droit. Je pense que la plus grosse problématique, c'est d'un point de vue purement aéronautique extérieur, ça va être le givrage. Il va être amené à voler à basse altitude, il va devoir voler à basse vitesse, il y aura sûrement des précipitations, beaucoup d'humidité, il risque de prendre du givre à ce moment-là, il faudra s'assurer qu'il ait une bouillotte de manière à pouvoir dégivrer. Donc au niveau des systèmes d'anti-givrage, vous avez deux catégories. Vous avez l'anti-givrage qui est là en anticipation pour empêcher que sur les rênes, il y ait du givre qui se mette. Donc en gros, on va leur mettre des couvertures électriques avec des résistances électriques. Et ensuite, vous avez le dégivrage où là, l'objectif c'est quoi? Ça a commencé à givrer, on veut casser
cette pellicule de givre qui s'est formée. Donc là, par exemple, il pourrait y avoir des choses qui bougent et qui vont casser ce givre et le faire tomber. Le givrage est une vraie problématique en aviation légère, en aviation ligne également. Je vous rappelle qu'un avion de ligne en dessous de 10 000 pieds doit voler à moins de 250 nœuds. En avion de combat, on n'a pas vraiment de système parce qu'à cause des vitesses d'évolution, des capacités de manœuvre, ça a tendance à faire tomber le givre. Après, attention, si on a accumulé du givre, qu'on le fait tomber d'un coup, il ne faut pas que ça rentre dans les entrées d'air. Donc voilà, contrainte extérieure, je pense vraiment c'est cette problématique-là. Par contre, le vrai problème, c'est les contraintes intérieures, à l'intérieur du cockpit. Je ne vous parle même pas des températures pour le pilotage, ça va être gênant. Mais je pense que le vrai souci, c'est la durée et l'amplitude de la mission du Père Noël, qui est très longue. Donc il va falloir faire attention au repos. Et par contre, eh bien, c'est le manque d'entraînement du Père Noël. Dans l'aéronautique, c'est pas normal de voler une fois par an. Normalement, eh bien, par exemple, vous n'avez pas le droit d'emporter de passagers si vous n'avez pas volé dans les 3 derniers mois un certain nombre d'heures et fait un certain nombre de décollages et d'atterrissages. Donc ça voudrait dire que normalement, eh bien, le Père Noël doit se faire retester avant d'avoir le droit de décoller pour livraison. Donc là, peut-être qu'il est en train de faire un test avec la DGAC, avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour pouvoir se faire autoriser à piloter son traîneau. Ce qui voudrait donc dire eh bien, qu'il faut qu'il s'entraîne également à piloter en situation dégradée. C'est pas tout de savoir piloter un traîneau en bonnes conditions. Eh bien, il faut savoir piloter s'il y a un renne qui est malade, ou un renne qui tombe, ou un renne qui a un souci pendant le vol, qui givre et qui tombe. Donc non seulement quand on est pilote, il faut être à jour de licence, il faut également eh bien, savoir gérer son avion et prouver qu'on sait gérer son avion, son aéronef en situation dégradée. Donc voilà, donc le manque d'expérience récente, je pense c'est très facteur. Les conditions météo qui vont être facteurs également, la durée et l'amplitude de la mission, très facteur, mais du coup, eh bien, il va être malin, le Père Noël, hein, il fait le tour dans le bon sens. Si vous devez faire le tour du monde, faites-le d'est en ouest, suivez le soleil, ça lui permet d'avoir une nuit qui est plus longue, et ça lui permet, eh bien, malheureusement, du côté atlantique, là, il aura le vent de face, mais ça lui permet quand même eh bien, de maximiser sa durée de travail. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet du NORAD. En résumé, c'est quand même quoi, ça couvre à peu près 4800 km avec des radars sur à peu près 320 km de long et de large, pardon, et vous avez ces satellites qui observent tout départ infrarouge en permanence. S'il se passe quelque chose, le Père Noël qui rentre sans avoir demandé l'autorisation, vous allez être détecté, vous allez être identifié et sûrement intercepté pour qu'un avion ou des avions de chasse viennent voir exactement ce qui se passe et prennent les actions si nécessaire. À une époque, vous aviez l'autorisation d'engager directement au niveau de ces commandements. Hein. Il y a 3 grands commandements à l'intérieur du NORAD, un au Alaska, un au Canada, un dans ce qu'on appelle CON US, donc Continental US. Et maintenant, pour tout ce qui est mise en œuvre de l'armement contre ces aéronefs civils, eh bien, l'autorisation doit venir du département de la Défense, donc des hommes politiques et de Washington. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous dis à très bientôt, excellente fête et on va dire à Santa, fly safe.